Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot, ça c'est moi. Si vous me suivez pas sur Instagram, vous êtes probablement pas au courant, mais j'adore voyager. Et rien que cette année, j'ai déjà beaucoup voyagé puisque je suis allée aux États-Unis, en Inde, en Belgique, en Espagne avec Majorque, à Malte et puis j'ai voyagé aussi en France. C'est pas mal. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour découvrir une culture, une histoire, une architecture, une gastronomie que de voyager. Et j'avoue que j'aime tellement ça que dès que j'en ai l'occasion, je pars. Après, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir travailler de là où je veux à partir du moment où j'ai une connexion internet. Du coup, ça me facilite beaucoup les choses. Mais il y a une question qui revient assez régulièrement sous mes photos de voyage, c'est comment est-ce que je peux me permettre financièrement de voyager autant. Et l'autre question qui revient à peu près aussi souvent, mais qui est un peu moins délicate, c'est est-ce que je suis riche ? Alors même si j'aimerais bien vous répondre que j'ai beaucoup d'argent, je pense que beaucoup de gens, si ce n'est la totalité des gens, aimeraient pouvoir répondre la même chose, c'est pas le cas. En fait, je fais très attention à faire en sorte que mon budget pour le voyage tienne dans l'enveloppe que je me suis fixée. Et à force de voyager un peu partout, j'ai trouvé pas mal d'astuces qui me permettent de réduire au maximum mes coûts. Par exemple, quand on est parti à Majorque avec ma meilleure amie en mai, on en a eu pour 500 € pour 5 jours, vol inclus, ce qui est plutôt un bon deal. Après oui, on aurait pu réduire encore la facture, mais on a tenu à se faire plaisir niveau nourriture, donc voilà, tapas, sangria, tout ça. Si on mange pas bien là-bas, je vois pas où est-ce qu'on se fait plaisir. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur Majorque, je vous invite à aller voir la série de vlogs que j'ai faite sur le sujet, puisque je vous ai emmené avec moi en vacances. Et comme d'habitude, c'est en haut à droite de la vidéo. Et donc forcément, à force de voyager assez régulièrement, j'ai trouvé quelques trucs et astuces pour minimiser au maximum la facture, ce qui fait toujours plaisir, tout en me faisant toujours plaisir pour voyager. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ensemble, mes astuces pour voyager pas cher. Ce qu'il faut savoir dès le début, c'est que l'hébergement et le transport, c'est ce qui va vraiment plomber le plus le budget. Ça représente 53% en moyenne du budget vacances des personnes. Donc, on va taper dedans en premier. Logique. La règle numéro 1 du voyage pas cher, c'est de réserver le plus tôt possible ses vacances. Que ce soit un billet d'avion, un billet de train ou même une chambre d'hôtel, plus vous réservez tôt et plus vous aurez des prix attractifs. La coutume à la SNCF par exemple, c'est de réserver dès la mise à disposition des billets, soit 90 jours à l'avance. Alors je suis bien d'accord avec vous, c'est pas facile de pouvoir prévoir 3 mois à l'avance un billet de train, mais si jamais vous partez pendant les vacances scolaires par exemple, ça peut vraiment alléger la facture. Petit exemple tout simple, si je fais un Paris-Bordeaux la semaine prochaine, j'en ai en moyenne pour 110 €. Mais si je prends le même trajet à peu près aux mêmes horaires dans 3 mois, on passe à 30 €. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la première classe sur le billet pris 3 mois à l'avance reste bien moins cher que la seconde classe prise, voilà, 1 ou 2 semaines à l'avance. Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'en termes d'économie, c'est déjà un bon début. Pour les trains, vous avez aussi les Ouigo, c'est l'option low cost de la SNCF. C'est hyper pratique, c'est beaucoup moins cher. Par exemple, je suis partie début juillet dans le sud-ouest, j'ai fait un Paris-Bordeaux pour 10 € seulement, et ça m'a pas pris plus de temps que d'habitude. Le point négatif en revanche, c'est qu'on part pas depuis le centre de Paris, mais depuis la gare de Massy, donc il faut prendre d'abord le RER pour descendre jusqu'à Massy-Palaiseau. Ceci dit, 10 € pour aller à Bordeaux. 10 €. C'est trop bien. Si vous partez pas trop loin ou alors que vous allez vers une destination qui est très touristique, il y a vraiment moyen en général de trouver du covoiturage. Si vous optez pour cette option-là de covoiturage, il y a 2 choses à retenir. La première, c'est de partir avec quelqu'un qui est bien noté sur le site de covoiturage, ça vous évitera d'avoir une mauvaise surprise. Et la deuxième, c'est de bien appeler le conducteur pour lui demander s'il y aura la place pour votre bagage. Si le covoiturage ça vous intéresse pas trop, mais que l'option route ne vous dérange pas pour autant, il y a aussi tout ce qui est bus. Il y a beaucoup de bus qui relient les différentes grandes villes en France et même vers l'étranger, donc vous avez normalement pas mal d'options. La troisième règle la plus importante, c'est de passer par des comparateurs de prix en ligne. Je vous donne à nouveau un exemple, quand on est parti à Majorque avec Mireille, ça nous a vraiment sauvé la vie. On a comparé le prix du billet d'avion, il y en avait pour 400 € aller-retour selon notre option qu'on avait trouvée. Et sur le site, on l'a trouvé pour 161 € et 27 centimes. Je sais pas si vous vous rendez compte de la différence, il y en a quand même pour plus de 230 € d'économie par rapport à ce qu'on avait trouvé par nous-mêmes. L'avantage c'est qu'aujourd'hui on peut comparer plein de choses, il n'y a pas que les vols d'avion. On peut aussi comparer tout ce qui est hôtel évidemment, mais même les locations de voitures, ce qui peut être très pratique si vous envisagez de faire un road trip. D'ailleurs, si vous prévoyez de faire un très long road trip, donc par exemple 3 mois aux États-Unis, je vous conseille de regarder les voitures d'occasion, d'en acheter une et de la revendre en repartant. Ça sera probablement beaucoup moins cher que de louer une voiture pendant tout ce temps-là. Toujours à Majorque avec ma meilleure amie, on a trouvé des chambres chez l'habitant pour 50 € par nuit
en plein cœur du quartier historique de Palma. Ça revient donc à 25 € par personne, ce qui est vraiment rien du tout, surtout qu'on était au meilleur endroit possible et imaginable. Donc je vous conseille de jeter un œil à tout ce qui est site de mise en relation avec des particuliers comme Airbnb, parce qu'une chambre chez l'habitant, ça peut vraiment changer la donne aussi. Évidemment, encore une fois, on respecte quelques conseils de base, à savoir choisir une habitation qui est dans un quartier tranquille, choisir l'appartement d'une personne qui est bien référencée sur Airbnb, qui a des bonnes notes et qui a déjà eu du monde avant vous. On préfère voyager plutôt à 2 personnes, et surtout, la dernière recommandation, en particulier si vous avez quand même pris la décision de voyager seul, on ferme bien sa porte à clé la nuit, limite on la bloque, comme ça on est sûr de pas avoir de mauvaises surprises. Il y a aussi l'option du couchsurfing. Personnellement, je suis pas trop fan. Pour ceux qui connaissent pas le concept, c'est aller dormir chez les gens, sauf que vous dormez littéralement sur le canapé quoi. Alors ça a l'avantage de vraiment pas être cher. Moi je trouve que niveau sécurité, pour le coup, ça peut vraiment être problématique, donc je vous le recommanderais pas personnellement. Dernière option, si vous avez votre propre logement, sachez que ce sont des vacances en or et gratuites qui sont à portée de votre main. Oui, j'ai dit gratuite. Il y a de plus en plus de sites internet qui mettent en relation deux particuliers ou plus pour qu'ils s'échangent en fait leur appartement. Donc ça marche sous forme de points. En gros, votre appartement à Paris pour une nuit, il est évalué à, j'en sais rien, 100 points. Et pour 3 jours dans la campagne espagnole, vous auriez aussi 100 points, donc si quelqu'un vient dormir une nuit chez vous, vous pouvez aller faire 3 nuits chez une autre personne. Je vous en parle tout de suite, dans la barre d'infos vous trouverez plein de liens comme d'habitude, alors des liens vers les sites qui pourraient vous intéresser, mais aussi des liens vers mes sources. Astuce suivante, en cas de long séjour, si jamais vous trouvez une offre sur internet qui vous paraît intéressante, que ce soit un hôtel ou une location, n'hésitez pas à contacter directement les personnes, donc l'hôtelier ou le propriétaire. Parce que très souvent, pour éviter d'avoir à donner une commission au site de mise en relation, ils vont vous proposer autre chose de plus intéressant. Ils vont par exemple vous proposer d'avoir les petits déjeuners gratuits ou alors d'avoir une meilleure chambre. C'est toujours ça le prix. Si malheureusement vous avez un travail qui vous permet pas de prendre super longtemps à l'avance vos vacances, dans ce cas-là je vous recommande de carrément les prendre à la dernière minute. Il y a plein de sites qui proposent ce genre de prestations parce que clairement un hôtel préfère remplir ses chambres quitte à les mettre à plus bas prix plutôt que de juste avoir personne. Un truc qui pèse lourd mais sans vraiment qu'on s'en rende compte parce que l'air de rien ça s'accumule petit à petit, c'est les repas. Et là je vous propose 3 solutions. La première solution c'est de manger des snacks ou des sandwichs, alors c'est tout à fait possible de manger que ça en vacances, mais personnellement j'en suis pas fan. Déjà parce que j'aime bien manger, et puis franchement quand je voyage j'aime bien découvrir la culture locale et ça passe aussi par la gastronomie, enfin en tout cas c'est mon point de vue. Est-ce que vous verriez aller au Japon et passer votre temps à manger des sandwichs sans jamais goûter de ramen ou de sushi? Moi pas. Ce qui nous emmène à l'option numéro 2, manger local et de saison. À Malte par exemple, c'était clairement beaucoup moins cher de manger des olives, des tomates, des capres, du poisson, du lapin, du calamar, bref, des produits locaux, que de se manger un bon gros burger. Et en fait ça s'explique assez facilement parce qu'à Malte il y a très peu d'élevage bovin et donc du coup la majorité de la viande elle est importée. Pour finir, l'option numéro 3, parce que après tout on n'a pas toujours les moyens de manger dehors même si c'est pas forcément cher, il y a aussi l'option donc de se préparer des choses à l'avance. Le petit bonus c'est que en général faire ses courses à l'étranger ça peut vite devenir marrant et là je pense notamment à la Chine. Et si vous êtes jamais allé en Chine, vous vous demandez peut-être pourquoi je dis ça. Eh ben les poissons sont généralement vivants, vous pouvez aussi trouver de la tortue à manger ou des visages de cochons séchés et mis à plat. Et non, c'est pas inventé, c'est vrai. Vous voulez ramener un souvenir de votre voyage, et je comprends tout à fait. Mais évitez d'acheter des babioles, déjà parce que c'est en général très cher et en plus de ça, de mauvaise qualité. En revanche, il y a quelque chose que tout le monde a aujourd'hui et c'est un téléphone. Donc je vous conseille de prendre des photos et en plus, ça sera plus marrant. Pour votre entourage, je vous conseille de faire quelque chose qui n'est plus si courant que ça et qui fait quand même très chaud au cœur, c'est d'envoyer une carte postale. On a tellement plus l'habitude d'en trouver une dans sa boîte aux lettres que vous êtes sûr de non seulement faire une sacrée surprise, mais en plus de faire sacrément plaisir. Si vous êtes encore étudiant, prenez votre carte avec vous, en particulier si vous voyagez en Europe. Il y a énormément de musées en fait qui proposent des réductions pour les étudiants qui sont issus de l'Union Européenne. Donc il vous faut votre petite preuve comme quoi vous avez droit à cette réduction, parce que l'air de rien, toutes ces réductions là accumulées, ça fait un sacré pactole. Si vous voyagez à deux et que vous faites des musées, ne prenez qu'un seul guide audio et écoutez ensemble les explications. Si vraiment vous êtes super serré niveau budget, ne prenez même pas de guide, par contre prenez quand même le temps de lire les explications qu'il y a en général sur les panneaux du musée. Il y a aussi beaucoup de guides de tourisme qui proposent des informations complémentaires, donc peut-être que si vous faites le tour d'une île, comme nous on a fait pour Malte, acheter un guide touristique, ça peut être intéressant, vous aurez des informations sur différents endroits de l'île. Je dis de l'île, mais ça marche aussi avec un autre endroit, hein.
En voyage, tu marcheras. Si le chemin est trop long, les transports en commun, tu prendras. Le taxi, en dernier recours, tu payeras. Et ton portefeuille, tu sauveras. Pour finir, gardez en tête que malgré toutes les astuces que je vous ai données, si vous voulez partir à New York ou à Dubaï, dans tous les cas, ça restera cher. Ça sera moins cher que prévu, mais ça restera un voyage qui coûtera cher. Bah ouais, une semaine aux États-Unis, ça coûtera toujours plus cher qu'une semaine en Inde, tout simplement parce que le coût de la vie sur place est plus élevé aux États-Unis qu'en Inde. Donc pour voyager un maximum sans se ruiner, je vous conseille de faire très attention aux destinations que vous allez faire. Je vous ai d'ailleurs mis en barre d'infos un site qui permet d'avoir une idée du budget moyen en fonction des destinations. Dans tous les cas, si votre plus grand rêve c'est de découvrir la Big Apple façon Sex and the City, foncez. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner pour ne pas louper mes futures vidéos. C'est facile, c'est rapide et c'est gratuit. Il suffit de cliquer sur s'abonner, c'est magique. Et pour tous les autres, n'hésitez pas à me laisser en commentaire quelles sont vos astuces pour voyager moins cher. Et moi je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo.